On essaye de traiter le problème à 3 grands niveaux, en 2 mots. Un niveau très scientifique, comprendre le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les ressources naturelles, donc là, on est en dehors du monde de l'entreprise. Un deuxième niveau, très entreprise, qui est de dire: «Ça veut dire quoi pour une boîte? C'est quoi un bilan carbone? C'est quoi une stratégie biodiversité? Scope 1, scope 2, scope 3, est-ce que ça vous dit des choses? C'est quoi l'économie circulaire?» Tout ce genre de concepts qu'on essaye de décoder pour les rendre très concrets pour les gens. Et un dernier niveau qui est au niveau de mon job. Je suis acheteur, je suis marketeur, je suis financier, je suis juriste dans une boîte. Qu'est-ce que la transition durable va avoir comme impact sur mon métier et comment il va falloir que j'adapte la manière dont j'exerce mon métier? Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Antoine Poincaré, Head of Climate School d'AXA Climate. AXA Climate est une entité du groupe d'assurance qui travaille sur des enjeux et risques liés notamment au dérèglement climatique et aux limites planétaires. Antoine détaille la pédagogie utilisée par la Climate School pour vulgariser et faire prendre conscience des sujets liés au climat. Il explique notamment le parti pris de questionner l'avenir d'un métier en miroir des problèmes liés à l'environnement. Avec Antoine, on échange sur la difficile appréhension et compréhension d'un sujet systémique où climat, biodiversité, eau, ressources fossiles sont imbriqués et comment AXA Climate School travaille et structure leur contenu pour transmettre une pédagogie attractive et digeste pour les apprenants. Dans la lignée de l'accord de Paris qui vise la neutralité carbone en 2050, Antoine nous explique l'objectif derrière le lancement de la Net Zero School afin d'aider les industries à comprendre les enjeux et les attendus de leur secteur. Pour finir, nous évoquons l'entreprise régénérative, type d'organisation qui pourrait devenir un modèle à suivre pour régénérer tant les écosystèmes non vivants que vivants. AXA Climate School lance une première formation sur le sujet pour des pionniers qui souhaitent engager leur organisation dans l'économie régénérative. Vous allez voir, c'est un épisode passionnant qui traite d'un des sujets les plus brûlants de notre siècle. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Salut Cyril. Antoine, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast de l'entreprise apprenante parce qu'aujourd'hui, on va parler de sujets importants, critiques et qui me qui me tiennent particulièrement à cœur, puisqu'on va parler de pédagogie, de limites planétaires, de climat et autres. Et donc, mais avant ça, je vais te demander de te présenter en nous donnant quelques événements clés de ton parcours. Ouais, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Antoine, je travaille chez AXA Climate, qui est une petite entité du groupe AXA et je pilote une business unit qui fait de la formation. Donc de la formation sur la transition durable, les limites planétaires, on peut l'appeler comme on veut, pour les autres, grandes entreprises. Et avant ça, moi, j'ai eu 2 grandes parties dans ma vie professionnelle. J'ai fait 6 ans dans une start-up dans la formation en ligne qui s'appelle encore Corp Academy. On formait plutôt à la transfo digitale et aux soft skills, mais déjà dans le monde de l'entreprise. Et encore avant ça, j'ai fait plutôt de la production audiovisuelle chez Emmanuel Chin, pour ceux qui se souviennent du présentateur de Capital. Donc en Tout à gros, fait, un oui. peu d'audiovisuel de télé, un peu de formation et tout ça, c'est fini, chez AXA Climate. Ah, OK. Ah, alors, je ne te connaissais pas cette première partie, donc ce qui peut-être, a permis d'irriguer aussi ce que vous faites chez AXA Climate en termes de projets vidéo et en termes de l'éditorial et aussi de ton. C'est ça? Exactement. Je pourrais te Ouais. dire que tout ça a été prévu, mais pas du tout. J'ai miraculeusement rassemblé 2 parties de ma vie qui n'avaient aucun rapport, mais du coup, je peux a posteriori leur donner du sens. Ouais, moi je suis fils de journaliste par ailleurs, un peu un enfant de la télé, donc j'ai beaucoup regardé plein de choses, dont des formats de science, des C'est pas sorcier, des choses comme ça et donc ça a pas mal joué, ouais, dans la manière de raconter les histoires, dans nos cours. OK, génial. Bah, écoute, je vais te demander effectivement de présenter un petit peu AXA Climate AXA Climate School et comme ça donnera aussi l'occasion aux auditeurs d'aller voir sur le site parce qu'il y a une ou 2 vidéos de présentation pédagogique qui présentent comment, en fait, vous faites de la pédagogie et que je trouve bien sûr, à laquelle je suis très sensible puisque vous le faites avec du fond, beaucoup de fond et des données scientifiques, mais aussi avec de la forme et on va en reparler et qui apporte à la fois de la facilitation et qui le traduit sur quelque chose qui peut être anxiogène et en tout cas qui donne plus d'énergie, je trouve.
Donc, je te laisse présenter un petit peu Ouais, bien les sûr. entités. Donc, en 2 mots, AXA Climate, aujourd'hui, on est entre 150 et 200. La boîte a, 5 ans. Elle se crée autour de l'assurance. Ça, c'est quand même assez logique, notamment l'assurance climatique. Ensuite, il y a une deuxième partie de l'activité qui a été du conseil en adaptation climatique. Donc là, on aide des acteurs de l'économie à projeter ce à quoi ressemblera le climat dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, là où ils sont et à prendre les Mmh. bonnes mesures tu vois, pour protéger ton usine, pour déplacer éventuellement tes champs si tu es dans l'agriculture. Donc assurance, conseil, les 2 premières parties. Et puis, il y a 2 ans maintenant, la volonté de se dire: «Il faut qu'on aide les boîtes à accélérer dans leur transition et pas seulement à s'adapter à un climat qui change». Et on s'est dit qu'un des leviers, moi je suis arrivé à ce moment-là, donc ils se sont dit avant même mon arrivée, qu'un des leviers, importants pour que les boîtes se transforment, ça allait être justement cette partie formation, compréhension, passage à l'action. Ce qui est dit par beaucoup d'acteurs, hein, dans le monde de l'entreprise ou pas, il y a un vrai besoin de se former à ce que veut dire la transfo durable et ce qui va nous arriver. Et donc on a commencé ça il y a 2 ans, plutôt avec un ADN entreprise, étant nous-mêmes issus d'une entreprise, et plutôt les grandes boîtes. Donc l'idée, ça a été de dire: «Aujourd'hui, tu es une très grande boîte de quelques milliers, quelques dizaines, parfois quelques centaines de milliers de collaborateurs. Comment tu fais? Comment tu l'inities ce changement de culture un peu massif?» Et donc du coup, on s'est spécialisé sur une formation qui est 100 en ligne, traduite dans plein de langues, qui répond aux contraintes d'entreprises apprenantes justement de ces grandes entreprises qui ont des outils, des plateformes de formation pour faire ça. Donc on a un peu joué le jeu de ces contraintes et au sein de ces contraintes-là, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et donc on a fait de la formation très basée sur de la vidéo, avec un ADN, je le disais un peu en intro, mais un peu c'est pas sorcier pour entreprise, et où on essaye de traiter le problème à 3 grands niveaux, en 2 mots. Un niveau très scientifique, hem comprendre le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les ressources naturelles. Donc là, on est en dehors du monde de l'entreprise. C'est un point Mmh. intéressant parce que, bah, faut faire quand tu es une boîte, faut faire ce pas de te dire: «OK, je vais former sur des trucs, qui parlent pas du tout de la boîte, quoi», qui sont en fait le cadre dont j'ai besoin, que j'ai besoin de maîtriser pour entamer ce changement. Un deuxième niveau, très entreprise, qui est de dire: «Ça veut dire quoi pour une boîte? C'est quoi un bilan carbone? C'est quoi une stratégie biodiversité? Scope 1, scope 2, scope 3, est-ce que ça vous dit des choses? C'est quoi l'économie circulaire?» Tout ce genre de concepts qu'on essaye de décoder pour les rendre très concrets pour les gens. Et un dernier niveau qui est au niveau de mon job. Je suis acheteur, je suis marketeur, je suis financier, je suis juriste dans une boîte. Qu'est-ce que la transition durable va avoir comme impact sur mon métier et comment il va falloir que j'adapte la manière dont j'exerce mon métier? Donc ces 3 niveaux vraiment, planète, entreprise, job, sont un peu la colonne vertébrale de tout ce qu'on fabrique comme cours. Et voilà, et une fois qu'on a fait ça, on le déploie chez des clients qui sont plutôt des grandes boîtes dans le monde entier. Parmi les clients, tu as Schneider Electric, BNP Paribas, Accor, Ubisoft, des boîtes en Asie qu'on connaît moins ici en Europe, comme HCL Technologies, qui est un peu l'équivalent de Capgemini en Asie, DBS, qui est une énorme banque singapourienne. Donc voilà, à peu près une centaine de clients, essentiellement Europe et Asie. OK. Non, très clair pour le brief et surtout pour les 3 niveaux, c'est intéressant à plusieurs titres déjà parce que, finalement, vous vous attaquez à un sujet qui est majeur et complexe. Alors, vous parlez de climat, mais pas que. Vous parlez Mmh. globalement aussi, tu as parlé, hein, des autres, limites planétaires. On est dans un contexte là où, quand on se parle, il y a eu il y a eu le dernier, enfin, en tout cas, le rapport, le 6e, rapport final du GIEC, qui, confirme, qui ne fait que confirmer les autres. C'est-à-dire, on n'a pas beaucoup de temps Mmh. et là, vous essayez, d'aller faire former un maximum de personnes, donc des millions de collaborateurs dans le monde entier pour, amener à cette transition. Ma question elle va avoir 2 versants. Comment vous faites pour passer à l'échelle rapidement? Donc là, c'est plutôt votre sauce interne et comment vous faites pour que les organisations passent à l'échelle rapidement entre eux, comprendre et agir? Alors, nous, sur la sauce interne, en 2 mots, bah, on a beaucoup de chance. On est, soutenu par le groupe AXA. On a une filiale du groupe AXA, hein, et il se trouve que nous, on fait un métier qui est un métier de contenu et en fait, le contenu et en particulier le contenu de qualité, bah, ça coûte de l'argent. Il n'y a pas vraiment de magie. D'ailleurs, dans le monde de la formation, on sort de 10 ans où on a plutôt désinvesti dans le contenu. Tout le monde était très excité par EdTech ou Learning Tech, donc Mmh. la technologie va nous sauver et ce qui s'est passé, c'est que tu avais un mouvement inverse qui était en gros de dire: «Bon et le contenu, c'est un peu gratuit en fait. On pourra faire de la curation YouTube», tu vois? Plein de gens vont produire plein de trucs évidemment. Les caméras ont été remplacées par des iPhones et tout. Moi, je crois on arrive un peu au bout de ce moment-là et qu'on se dit: «Mais en fait, du contenu bien fait, qui répond à ma problématique et qui est pas faire rentrer un rond dans un carré, j'en trouve pas si facilement que ça.
et ça coûte un peu d'argent. Donc c'est sûr que nous, pour passer à l'échelle, il y a un peu une mise de départ initiale, sur le contenu qui est globalement une industrie qui a été, un peu sous-traitée. Après, l'avantage, une fois que tu as bien tout câblé, bah, c'est pas de la recherche fondamentale ce qu'on fait, hein. On essaye de fabriquer Ouais. des vidéos, que ce soit simple. On travaille avec des journalistes qui sont habitués à simplifier les choses. On le traduit dans plein de langues. On va chercher des journalistes de tous ces pays et toutes ces langues pour petit à petit, dans les pays qui sont un peu prioritaires pour nous, localiser ces contenus. Donc si tu veux, il y a c'est pas impossible, faut être bon dans l'exécution, mais c'est pas impossible quand on a le soutien à la fois, d'un investisseur comme AXA et enfin même d'AXA en tant que propriétaire de la boîte évidemment, et puis de clients qui nous font confiance. Évidemment, on fait pas ça pour la beauté du geste. Ouais, C'est bien une sûr. business unit, hein, qui a un centre de profit pour AXA. Donc, l'idée, c'est qu'on a assez de clients qui nous font confiance et du coup, ça permet d'accélérer tout ça. Évidemment, beaucoup plus facile aussi quand tu fais partie d'un groupe et d'une grande boîte comme AXA de recruter à l'étranger, ce qui est nous un de nos enjeux, hein. Un des enjeux du scale, c'est notamment l'Asie. On a essayé de se concentrer beaucoup en Asie, on a recruté en Europe. Donc il y a quand même quelques raccourcis, en tout cas quelques possibilités qui s'offrent à nous qu'on n'aurait pas si on était une petite start-up, au coin de la rue. Hem, Après pour comment nos clients scale, qui est, je suis d'accord avec toi, le cœur du réacteur, je je fais hyper attention et c'était important pour moi quand j'ai lancé la boîte ici à à ce qu'il y ait pas de fausses promesses. C'est-à-dire qu'on n'est pas une boîte de change. C'est pas le business model qu'on a, c'est pas les gens qu'on a recrutés, c'est pas la manière dont on est. Donc nous, on dit: «On va essayer de vous faire le meilleur contenu possible». Très modulaire, tu peux prendre un bout, pas un autre, tu peux le mélanger avec des contenus que tu as déjà. On va essayer en gros de rentrer très en profondeur dans votre politique d'apprentissage au sein de l'entreprise et on espère que le contenu vous sera utile et on vous écoutera et vous nous direz si c'est pas assez précis, trop général. Après, l'aligner avec la stratégie de la boîte, rendre le programme obligatoire ou pas obligatoire, le gamifier ou pas le gamifier, expliquer aux gens what's in it for me, qui est un peu le Mmh. gros débat de la formation en ligne. On dit, ça on sait pas faire, c'est trop cœur dans votre métier. Donc évidemment, on les aide, évidemment, quand on voit que, bah, on a un peu un ADN de communicant quand même, donc si on peut faire une petite vidéo un peu bande annonce qui est utile dans la boîte et qu'on met pas de logo à la fin et chaque boîte peut rajouter son logo, évidemment, on les équipe si tu veux. Bien On fait sûr. du partage de bonnes pratiques entre nos clients, on bosse pas mal avec eux, mais on promet jamais qu'on va pouvoir déployer à leur place. C'est trop local au sens, dépendant de chaque boîte si tu veux. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que la boîte, elle est très centralisée, un message du CEO fait que derrière tous les dominos tombent en place? Est-ce qu'à l'inverse, c'est des patrons opérationnels, des patrons de pays, des patronnes de pays aussi? Enfin, tu vois? Est-ce que c'est comme ça que ça va fonctionner dans les boîtes, ou pas? Est-ce qu'il faut le rendre complètement bottom up ou top down? Ça, on leur laisse un peu la main. On a des exemples, hein, une boîte comme, je les cite parce que c'était très ambitieux, Accor, dont la patronne RSE s'appelle Brune Poirson, l'ancienne secrétaire d'État à l'environnement. Ah oui? Tout à Hem fait. quand on donc elle est arrivée quelques temps avant que nous on démarre l'activité. En gros, on a commencé en même temps. On s'est rencontrés assez vite et elle a lancé ce qu'elle a appelé une School for Change, qui est donc nos contenus, heu et elle a rendu la partie scientifique dont je te parlais, qui dure quand même à peu près 6 heures, obligatoire pour les 5 000 salariés du groupe au privé, enfin au HQ quoi, pas dans les Ouais, ouais. hôtels. OK. Hem Et ça, mine de rien, 6 heures de formation obligatoire sur un truc genre 5 ou 6 mois, hein, pour 5 000 Ouais. personnes en ligne, c'est très sportif, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà, on essaye de rebondir sur des boîtes qui vont mettre tout le poids du corps, d'autres qui vont dire: «Bah, peut-être qu'on n'y est pas encore, mais on démarre et on fait de l'acculturation et ça nous donnera les moyens d'eux» et on adapte un peu notre jeu de jambes à chacun de ses clients. OK. Non, super clair. Non et c'est intéressant de voir un modèle comme ça et de voir ouais, il y a des grandes entreprises qui voilà, qui là, pour le coup, c'est une vraie, on est encore que dans le sujet de la formation et sensibilisation, mais en fait, c'est déjà un pas en avant qui est important Mmh. et pour revenir, au sujet du contenu, puisque tu en as parlé, donc ces sujets autour de l'environnement, des limites planétaires, du climat, rien que le sujet du climat, il Ouais. reste quand même très, très scientifique, technique, complexe. Et puis, ils sont systémiques, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas traiter le climat tout seul parce que le climat n'est finalement qu'une conséquence d'autre chose. Comment en termes de pédagogie, vous arrivez à vulgariser pour transmettre, les notions sans perdre de vue les relations entre les concepts et sans perdre de vue, toi, ce que tu disais, les relations entre la première entité dont tu parlais, c'est-à-dire les éléments scientifiques, ce que ça veut dire pour ma boîte et ce que ça veut dire pour moi? C'est quoi un petit peu, comment vous imbriquez les choses et comment vous arrivez à les vulgariser? C'est une super question. La systémie, c'est très dur parce que,
La meilleure manière de faire la systémie, ça serait d'enfermer tout le monde dans une pièce pendant 4 heures et puis de raconter comment tout rebondit l'un sur l'autre. Et en même temps, la réalité des boîtes, tu vois bien, c'est que tu n'enfermes pas les gens dans une salle pendant 4 heures et que, au contraire, ils sont très contents d'avoir quelque chose de très modulaire, de prendre un bout et pas un autre, de faire des mélanges. Donc la systémie, c'est compliqué. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu rappelles une notion, bah, tu essayes de faire des petites piqûres de rappel, tu donnes des liens pour aller chercher autre chose. C'est jamais magique. Et puis surtout, on est dans une boîte dans une société qui, à l'excès, a fait du réductionnisme un peu scientifique. C'est-à-dire, on a cartographié les entreprises sur les machines et on s'est dit, je vais optimiser flux par flux. Et puis à la fin, ça va maximiser mon flux de sortie. Si tu veux, on n'est pas habitué à penser la systémie. On est vraiment habitué Non. à penser quelque chose de très linéaire. Euh, donc la systémie, c'est compliqué. Après, quand même, le cœur de ce qu'on raconte et comment on le raconte. D'abord, ça me permet de dire un truc que j'ai pas dit, et toutes mes excuses. Sur les 150 salariés d'AXA Climate, donc l'ensemble des 3 activités, tu as 15 scientifiques. On essaie de garder autour de 10% du staff qui sont des gens scientifiques, qui bossent pour l'ensemble des domaines, à la fois les modèles d'assurance, la partie conseil et les modèles là aussi. Et puis nous, pour vérifier que tout ce qu'on dit est baqué, nous connecter à des labos de recherche, des scientifiques, donc qui sont extrêmement importants. Là, on parle de sciences dures, mais il y a aussi des papiers de recherche sur l'impact sur les entreprises. Hein. Le rapport, le groupe 3 du GIEC le montre bien, ça vient toucher à l'économie aussi. Donc on a la chance de pouvoir, voilà, d'abord tout ce qui est public en termes de recherche évidemment, et puis de pouvoir parler à des scientifiques pour valider tout ce qu'on écrit. Donc ça, c'est, je pense, le vrai cœur du réacteur. On est une boîte de contenu. Après, pour le rendre le plus sympa possible, le simplifier sans trop le simplifier, il y a 2 rôles très importants dans la chaîne de valeur, des journalistes et des ingénieurs pédagogiques. Et évidemment, plus tu mets de gens à bosser sur un sujet, plus c'est long et plus c'est cher. Mais je crois que c'est un peu le cœur de la proposition de valeur. C'est-à-dire, si tu mets que des journalistes, bah évidemment, tu vas raconter une super histoire. Ils sont habitués vraiment à ce qu'on tire un fil et qu'on les écoute. Et que parfois, tu peux être amené à simplifier un peu trop et à pas te poser la question des messages clés que tu vas transmettre pédagogiquement. Mhm. Et Mhm. si tu mets que des ingénieurs pédagogiques, c'est l'inverse. Tu vas être très objectif pédagogique et parfois tu vas y perdre un petit peu en storytelling. La storytelling, ouais. Et Ouais, du bien sûr. coup, voilà, on essaye de faire en sorte d'avoir les 2 intervenants. Donc ce trio qui est grosso modo la science et la recherche au départ, journalisme et ingénieur pédagogique qui travaillent main dans la main après, je pense que c'est un peu le cœur de ce qu'on essaie de faire. Ok, ouais, bah, c'est bien que tu le dises parce que ça permet aussi de voir, parce que moi j'ai eu l'occasion de regarder un certain nombre de vidéos, enfin, globalement, tel que vous écrivez, vous scénarisez, en fait, ça fait tout aussi dans la médiation, en fait. Hein. C'est finalement beaucoup de médiation scientifique et de vulgarisation. Et c'est vrai que ça fait beaucoup dans l'ancrage qu'on peut avoir et surtout dans le plaisir qu'on peut avoir même de regarder ces vidéos. Euh, En France, et alors moi je parle de la France parce que c'est un pays que je connais, mais je crois qu'il y a d'autres pays, nous savons mais nous ne croyons pas. Et c'est pas moi qui le dis, il y en a beaucoup qui le disent, où finalement le sujet là, du réchauffement climatique, aujourd'hui, je crois que ça fait plus débat. Voilà, je crois que clairement ça fait plus débat. Et puis, globalement, toutes les strates de la population, on en a entendu parler parce que, eu égard au sujet de la canicule, qui est un sujet, on va dire, une conséquence et connexe, Mmh. de 2022. Et en fait, je veux dire, les données scientifiques sont là. Bon, elles sont là depuis des années en plus, mais elles viennent se confirmer à la fois un rapport du GIEC, mais aussi autres données scientifiques. Et on voit qu'il n'y a pas ce choc de conscience. Alors, j'ai bien aimé récemment les propos de Valérie Masson-Delmotte qui disait les scientifiques, ils sont là pour faire de la science. Ils sont là en fait pour rendre. Ils sont pas là pour finalement ensuite trouver des solutions et mettre les solutions. Voilà, c'est pas le job des scientifiques. Toi, ce que tu as dit aussi, c'est que vous, finalement, vous êtes des pédagogues, vous êtes dans la case de la pédagogie, vous êtes là pour faire de la pédagogie. Vous n'êtes pas là pour donner les solutions toutes faites, notamment aux entreprises, parce que vous, c'est le prisme B2B par lequel vous passez, Mick. L'entreprise qui est quand même une entité ultra importante dans cette transition. Mais ma question, c'est quand même par quel prisme vous attaquez la thématique, tu as commencé à y répondre tout à l'heure, afin de faire agir concrètement ou initier un mouvement chez les collaborateurs? Comment vous vous attaquez en fait, et tu as commencé à parler du sujet que c'était directement sur le job du collaborateur, Ouais. pour faire que le sujet dont j'ai parlé au départ, l'effondrement de la biodiversité ou le changement climatique ou je sais pas, la raréfaction des ressources naturelles, ça devienne un sujet prégnant chez le collaborateur? Alors, il y a plein de choses. Je dirais qu'il y a un peu 3 niveaux. Il y en a un qui est un niveau auquel on se confronte assez peu. On a un petit cours dessus, mais qui est, disons, l'éco-geste individuel. Le truc que toi et moi, on peut faire dans notre vie quotidienne ou dans notre vie professionnelle.
C'est important. Je pense que c'est grosso modo traité par disons, le marché ou l'offre. J'avais pas l'impression qu'on allait apporter un truc génial là-dessus. On sait ce qu'il faut faire. Pour la raison que tu mentionnais en intro, bah, ouais, c'est compliqué, parce que ça veut dire arrêter de faire des choses, qu'on a l'impression qu'on apprécie faire, comme voyager, comme, manger de la viande, comme, se chauffer de manière à ce qu'il fasse très chaud en été ou qu'il fasse très frais en hiver ou qu'il fasse très frais en été. Donc c'est des renoncements, c'est extrêmement compliqué. Mmh. Mais c'est pas là-dessus qu'on a décidé de se concentrer. D'autant plus qu'en plus, les entreprises avaient beaucoup, fait des cours sur les éco-gestes et avaient un peu le sentiment d'avoir coché une case RSE ce faisant. Donc on a voulu nous se détourner de ça en disant: «Mais vous en fait non, le sujet n'est pas la contribution individuelle de vos collaborateurs, le sujet est demain la réinvention de vos business models dans un monde économique qui va devoir se réencastrer dans les limites planétaires, de gré ou de force, grosso modo». Donc disons que ce premier côté, il y a plein de choses sur internet, on a pu le traiter. Le 2e niveau, nous, ça a été de dire, heu: «OK, quel impact sur votre métier?» avec une double lecture dans ton métier qui est, heu, quelles sont les conséquences que ton métier a sur l'environnement que tu peux réduire? Mais aussi, quel va être le choc externe du fait de la transition, qui va venir avoir un impact sur ton métier? Je te le prends, très simplement sur un métier de communicant, par exemple. Mmh. Heu, Tu peux te poser la question de comment tu communiques. Est-ce que, j'en sais rien moi, tu as des goodies, que tu files dans les salons et puis, bah, c'est quand même beaucoup d'industrie pour les produire? Est-ce que tu arrêtes, les panneaux solaires, les panneaux, pardon, lumineux dans la rue? On en parle en ce Lumineux, moment ouais, avec la sobriété énergétique. Enfin voilà, tu as tout un clairement. tas de est-ce que tu es IKEA et tu arrêtes d'imprimer ton catalogue? Enfin, donc tu as la question du comment tu communiques, ça c'est plutôt je réduis l'impact de mon métier. Puis tu as le Ouais, mouvement retour qui est ce sur quoi je communique, c'est-à-dire si je dis que ma société elle lave plus vert que vert, eh ben, je vais me faire accuser à raison de greenwashing, et donc le choc externe m'amène à repenser mon métier et la manière dont je peux communiquer et ça, tu peux trouver des exemples dans à peu près tous les métiers. Donc on essaye de le rendre très concret. Ce qui est très intéressant quand tu fais ça, c'est que tu parles pas aux gens par conviction, heu, mmh. tu leur parles finalement presque un peu d'employabilité. Tu leur parles de leur métier. Si je te tire le trait à l'extrême, je prends quelqu'un qui travaille à la direction financière d'une entreprise, hem, même si en termes de vie perso, il fait n'importe quoi pour le climat et qu'il a des empreintes carbone qui dépassent tout, bah, pour rester pertinent dans son job, il va quand même devoir comprendre les bases de la taxonomie européenne, de la TCFD, demain de la TNFD, donc les reporting nature et tout un tas d'autres régulations qui sont en train d'arriver à l'échelle européenne ou mondiale. Donc tu joues sur c'est pas une histoire d'être quelqu'un de gentil, pas gentil, écolo, pas écolo, c'est de prendre le sujet de mon métier est en train de changer parce que la boîte change et voilà. Donc ça, c'est le 2e niveau. Le 3e niveau, et c'est là qu'il faut être aussi modeste dans ce qu'on fait, tu l'as un peu dit, c'est qu'on on parle vraiment d'un choc qui va réinventer la manière qu'a l'entreprise d'être au monde. Et et donc c'est pas suffisant de demander à chaque fonction support, ça et là, de réduire un petit peu son empreinte. De toute façon, rien à l'échelle individuelle ne sera jamais suffisant, donc c'est pas pour autant qu'on le fait pas, si tu veux. Donc heu, donc après le dernier truc et on essaie d'accompagner des boîtes dont on se dit que certaines vont aller sur ce chemin-là et si on peut être utile, bah, on sera très content. Bah, c'est qu'à un moment, il y a des boîtes qui vont renoncer à des activités si elles le doivent, en repenser d'autres complètement, se demander comment et où elles gagnent de l'argent, typiquement passer à une logique de la vente à une économie de l'usage où tu loues ton matériel, enfin, il y a différentes options, mais voilà, je dirais que c'est un peu ces 3 niveaux-là. Le petit choc individuel de mon action, moi ou toi d'ailleurs qu'on fasse le même métier, c'est pas pareil, OK. Le deuxième qui est OK, on n'exerce plus notre métier de la même manière et le troisième qui est de dire: «OK, mon entreprise ou mon secteur de l'économie a complètement changé et du coup j'ai adapté, mes compétences et mon métier». Ouais, et là, on voit qu'effectivement, en termes de maturité, donc de maturation, on monte un certain nombre d'échelles. Alors, ce que j'ai, ce que j'ai ressenti dans ce que tu m'as dit, c'est aussi, dans ce que vous faites, c'est un peu, peut-être une déformation professionnelle du métier d'assureur, une approche par les risques. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose que vous faites, c'est de se dire par rapport à mon métier, c'est l'approche par les risques. Donc, tu as parlé, par exemple, pour le communicant, le risque de réputation, le fait que j'aille faire du greenwashing, c'est un risque de réputation. Et ça, je trouve ça intéressant de finalement euh, essayer de dépassionner ce sujet en ayant cette approche par les risques qui est beaucoup plus pragmatique et qui permet en fait de sortir à la fois du militantisme, à la fois des sujets de conviction où on va et de montrer par les faits et par les risques ce qui peut arriver. Alors c'est vrai que
quand on parle aujourd'hui de changement climatique, on parle beaucoup de réduction, on parle de voilà parce que c'est le sujet, hein, parce que globalement on a un horizon à 2050 avec où on doit si on veut respecter l'accord de Paris, voilà, il faut qu'on soit dans une décarbonation qui soit nette et qui soit surtout très Complète forte dans pour les années à venir. 2050. 2050, l'objectif, c'est net zéro, c'est-à-dire C'est net vraiment, zéro, voilà. on n'émet pas plus que ce qu'on absorbe, c'est-à-dire on n'émet plus beaucoup. Hein. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des réductions assez drastiques. Donc, le sujet de la. Je veux qu'on vienne, et avant qu'on aille sur des sujets qui sont de régénération, qu'on passe sur le versant, on va dire, positif, je veux on continue à parler quand même de ce sujet de réduction, parce que je pense que dans les 30 prochaines années, le sujet en tout cas, le mot-clé de la réduction va être l'un des mots-clés les plus importants. Vous avez lancé récemment la Net Zero School, donc, qui est en fait qui est en lien en fait avec les enjeux de neutralité carbone. Alors la neutralité carbone, moi je suis pas un expert, mais je m'y connais un petit peu. La neutralité carbone, c'est au niveau mondial. Absolument. Personne ne peut dire en tant qu'entité entreprise, personne, je vais être neutre en carbone. La neutralité carbone s'envisagera au niveau mondial quand on aura fait les comptes et que l'équilibre sera à zéro. Et donc les enjeux de décarbonation, ils sont juste dingues, assez monstrueux. Il y a déjà des trajectoires, le Fit 55, je crois, Fit for 55, ouais, de l'Union ouais, européenne. de l'Union européenne. 55% d'émissions en moins par rapport à, grosso modo, il n'y a pas longtemps, horizon 2030, donc c'est beaucoup. Hein. Horizon 2030 et pas 2050, ce qui permet déjà de voir qu'il y a une. Voilà, je ne sais pas si sur 2015, 2005, en tout cas, il y a Je ne sais plus, ouais, la baseline exacte, mais c'est pas voilà, la pente est raide. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Est-ce que toi, tu peux nous détailler un petit peu cette nouvelle initiative, cette Net Zero School, et nous donner les enjeux? Alors, j'ai commencé à parler des enjeux, mais voilà, de dire les enjeux au niveau des boîtes après cette création. Oui, absolument. D'abord, merci de redire en intro que la neutralité carbone est une notion planétaire, peut-être étatique, on peut la penser à l'échelle d'un État. C'est capital, hein, je le dis notamment s'il y a des auditeurs qui ne sont pas eux-mêmes spécialistes du sujet. À chaque fois que vous voyez cette livraison est neutre en carbone, cette télé est neutre en carbone, cette boîte est neutre en carbone, il y a anguille sous roche. Le terme pour reconnaître, c'est même pas moi, c'est l'ADEME qui le dit. Hein. Le terme pour reconnaître, c'est qu'on dit que une activité, elle peut contribuer à la neutralité carbone en émettant évidemment le moins possible. N'oubliez pas que n'importe quelle activité humaine émet des gaz à effet de serre aujourd'hui, donc il faudra se poser la question de la priorisation. Donc ce premier produit qu'on appelait la Climate School, celui dont on a parlé sur tout le début du trajet, du podcast, c'était pour parler aux boîtes de manière assez générale en interne et notamment à l'interne et puis leur service, disons, support transverse, les RH, le marketing, le juridique, la finance, tout ça. Net Zero School, c'est une tentation un peu différente, c'est de dire en fait, on ne peut pas s'épargner à un moment de rentrer dans les secteurs. Et de dire, il va falloir regarder secteur par secteur, l'aérien, le shipping, l'extraction minière, la pharmacie, la santé, tout ça. Quels sont à chaque fois les risques et les opportunités de la transition pour ces secteurs-là. Et en fait, on a décidé, avec une super boîte qui s'appelle Bluenomi, qui est un petit cabinet de conseil spécialisé sur ces sujets de la transition, de fabriquer une formation en ligne à destination des gens qui bossent avec ces secteurs-là. Parce que quand tu vas avoir une entreprise comme Eiffage et que tu réfléchis au bâtiment bas carbone, et c'est vrai de Bouygues, c'est vrai de Vinci évidemment, ils t'ont pas attendu pour y réfléchir. Et on n'est pas assez pointu pour être, si tu veux, pour aller aider ces gens-là précisément sur ces sujets-là. Nous, on ne peut être que des passeurs d'informations. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de métiers, les banquiers, les boîtes de conseil, les courtiers, les auditeurs, tu vois, certaines grosses boîtes d'IT qui en fait sont sectorisées, qui disent je vais aider les gens de l'aérien, les gens du transport routier, les gens de l'extraction minière. Et en fait, tu as pas mal de gens à qui il faut expliquer comment ce secteur va se transformer pour qu'ils puissent avoir le bon niveau de conversation. Et donc Net Zero School, c'est vraiment cette idée-là, c'est frottons-nous à l'idée que secteur par secteur, les réponses ne seront pas les mêmes. Regardons les gros ordres de grandeur dont on parle et aidons les gens qui travaillent avec ce secteur à poser les bonnes questions pour avoir le bon niveau de conversation. Ouais, c'est super intéressant parce que vous rentrez effectivement comment dire, dans un niveau encore plus opérationnel pour donner notamment je suppose, les premiers, c'est les sous-traitants finalement de ces grands comptes-là, afin de leur donner la bonne lecture, afin qu'ils puissent avoir le bon niveau de conversation, et puis derrière, le bon niveau d'offre. Parce que finalement, si tu prends le sujet de l'aérien, comme ça peut être, je sais pas, le sujet du textile ou que sais-je, si effectivement tu as le bon niveau de conversation, mais que tu n'as pas la bonne offre, tu vas te retrouver Regarde, un truc tout bête. Tu prends le tourisme.
Aujourd'hui, dans le bilan carbone d'une entreprise comme AXA, il y a tous les voyages d'affaires que les collaborateurs peuvent être amenés à faire. Si demain, il y a une chaîne d'hôtels qui peut me dire: «Je suis plus verte que verte et je suis au minima de ce que pourrait émettre un collaborateur en restant dans notre boîte», tu as un avantage compétitif qui est significatif parce que de l'autre côté, la boîte qui fait voyager, AXA dans mon exemple, elle a Mmh, elle-même des engagements de réduction de son empreinte carbone. Donc clairement. tu as vraiment des boîtes qui, quand elles auront compris, qui elles peuvent servir dans la chaîne de valeur et celles qui bougeront les premières, elles auront des avantages purement économiques comme celui que je viens de te citer, elles auront des avantages de marque employeur. Donc il va aussi y avoir quelques histoires, de boîtes qui auront bougé un peu avant les autres et qui pourraient en tirer les fruits, ouais. OK. OK, OK. Donc cette Net Zero School, elle va s'adresser principalement donc, on l'a dit à ces boîtes-là qui sont sur des marchés bien particuliers. Vous comptez Ouais. élargir le nombre de secteurs, ou Alors vous allez adresser juste Oh, certains secteurs? si, si, alors de toute l'idée, c'est d'être dans une logique un peu catalogue, donc on sort des cours assez régulièrement, tu vois? Donc on va Ouais, gérer de plus en plus de secteurs. Après, la vérité, c'est que pour avoir des choses à dire, faut parler des secteurs qui émettent beaucoup. Plus tu vas aller vers des secteurs qui émettent moins, moins les enjeux seront importants. On a plutôt envie, c'est encore en réflexion, mais de regarder après les secteurs, une espèce de lecture, en matricielle qui serait plutôt les solutions. Donc tu vois, on parle beaucoup d'hydrogène, on parle d'électrification d'un certain nombre ouais, d'usages, où est-ce que ça marche? Où est-ce que ça marche pas? C'est quoi les ordres de grandeur et ce sur quoi on peut compter? Parce que le drame, on en revient à notre histoire de systémie tout à l'heure et je prends 3 secondes si je les ai pour te raconter parce que je bien trouve sûr, l'anecdote vas-y, vas-y, folle. vas-y, vas-y, Heu, tu les as. Personne, enfin très peu de gens et notamment aucune entreprise ne pense à l'échelle de l'ensemble de l'économie. C'est-à-dire Mmh. que, l'aérien est très content de te dire, «On va décarboner en utilisant un peu de ce qu'ils appellent les SAF, Sustainable Aviation Fuel», souvent c'est fait à Ouais. partir de la biomasse, donc de choses que Mmh. tu récoltes, hein, heu et puis de l'autre côté de l'hydrogène et tout ça, bah, ça va peut-être marcher. Il y a une étude anglaise qui est sortie il y a 2-3 semaines là, de la Royal Society, qui a dit: «On prend le volume aérien aujourd'hui», alors qu'il est en croissance, hein, mais aujourd'hui en Angleterre, tous les vols domestiques et tous les vols qui soit arrivent, soit partent d'Angleterre pour l'étranger. Ça te fait une quantité d'énergie. Avec l'état actuel de la techno, si tu veux tout faire en hydrogène, il faudrait 90 de l'électricité que tu as aujourd'hui en Angleterre pour produire cet hydrogène. Je te parle même Ouais, pas de l'électricité renouvelable, ouais, hein. bien sûr, bien Il en sûr. faut et c'est 3 fois plus que le renouvelable, mais disons qu'on rend tout renouvelable. Donc disons 100 pour arrondir, quasiment toute l'électricité anglaise aujourd'hui serait consacrée à faire voler des avions, on n'a plus d'élec pour rien d'autre. Tu prends l'autre extrême, évidemment, c'est des exercices de pensée, on fait tout Bien en sûr. biomasse. On fait tout en biomasse, il y a différents scénarios parce que c'est plus compliqué le vivant, mais c'est quand même grosso modo à peu près la moitié des terres arables d'Angleterre qui seraient consacrées à faire voler des avions. Une fois que tu as dit ça, tu te dis: «OK, mais donc ça ne passe pas». Ça C'est ne marche pas. j'ai quand Ouais, même ouais, bien sûr. prévu de me soigner, de me loger, de me déplacer pas en avion, et donc c'est ça la difficulté et c'est pour ça que c'est très éminemment politique à la fin comme sujet, parce qu'il faut un Bien acteur sûr. un peu méta qui regarde tout ça. Il y a un super, bouquin qui s'appelle «Le plan de transformation de l'économie française» qui a été fait par le Shift Project, qui Tout justement à vise fait. à faire ça, dire: «Bah, faut bien répartir quoi, faut bien qu'on Exactement. accepte de mettre un peu d'énergie là, un peu d'énergie là», et beaucoup des entreprises dans leur communication ou beaucoup des secteurs d'activité, ça inclut aussi des boîtes de lobbying, elles regardent leur couloir de nage et c'est sûr que leur couloir de nage, s'il y en avait pas à côté, ça passe. Hem Et donc cette réflexion un peu méta, elle est importante et du coup, c'est pour ça qu'on a envie de rentrer, c'est une longue réponse, pardon, à ta question, qui est de Non, rentrer non, mais dans le vas-y, croisement continue. Ouais, le bien sûr. croisement entre les technos d'un côté, les secteurs de l'autre et avoir une vue un peu d'ensemble de tout ça. Non, non, mais c'est important que tu dis ça parce que je crois qu'au niveau, voilà et même pour des gens qui travaillent dans la formation, pour qu'ils comprennent ces sujets-là, il faut qu'ils comprennent que même eux, quand eux, ils vont acheter de la formation, on peut pas acheter de la formation, sur ces sujets-là par, j'ai envie de dire par appartement, quoi, hein. Il y a vraiment, à un moment Absolument. donné, il faut avoir une vue assez large et c'est marrant, je connaissais, et je crois que tu l'avais partagé sur LinkedIn ou je l'avais vu passer et j'ai un autre exemple, Aurore Stéphan, qui est une spécialiste des matières premières, qui est passée chez Thinkerview et qui parlait du plan de transition de l'Allemagne, qui disait beaucoup sur le renouvelable, qui vont sortir du charbon et autres, et qui disait à peu près la même chose en disant si en fait l'Allemagne fait ce qu'elle souhaite faire en termes de ressources minières, il n'y aura pas de la disponibilité. Alors l'Allemagne pourra le faire, mais si à côté il y a l'Autriche qui veut le faire et puis ensuite il y a d'autres pays, ça ne fonctionne pas, il n'y aura pas assez de matière. Donc ça montre aussi toute la complexité du sujet que vous adressez et sur lequel effectivement il faut à la fois prendre des précautions et avoir le bon niveau de message et le bon niveau de lecture. Ok, très bien. Merci comment ça s'appelle, pour la lecture du PTEF. Donc j'invite les auditeurs à aller le voir parce que pour le coup, c'est vraiment un sujet, c'est Je vraiment fais une ce lecture qui est travail
qui a un travail voilà, de systémique qui a été à la fois fait pendant des années, qui a été documenté et qui est très bien fait. Il y a sur la partie industrielle le plan de transition sectorielle de l'ADEME qui est aussi très bien fait, qui est sur la stratégie nationale bas carbone et qui permet aussi de donner des directives. Et pour ceux qui ça intéresse, parce que je pense que vous travaillez aussi avec ces données-là, celles du SBTI, Science Based Target Initiative, qui permettent de donner au niveau international un certain nombre de directives sur des industries. Ouais, SBTI, Donc, ce que ça fait qui est intéressant, c'est que ça essaye de donner des objectifs par industrie. Qui dit par voilà, industrie, aujourd'hui vous êtes dans le exactement. béton, aujourd'hui le béton ça pollue, voilà les targets ambitieuses de réduction. Et tu peux pas demander au béton et au textile et à l'oil and gas de réduire au même rythme. Et donc c'est vraiment ce Et travail-là, d'avoir c'est ce travail la de même synthèse trajectoire. qui est fait par ces gens-là pour dire est-ce que les engagements sont assez forts. Faut pas oublier un truc, c'est qu'en revanche SBTI c'est super, ça fixe les objectifs et Mais ça ça ne fait donne que pas le ça. chemin. Et ça Ça donne donne pas pas trop le le chemin. chemin et puis ça dit même pas si tu les respectes. Donc oubliez pas Voilà. que quand les entreprises disent: «Nos objectifs sont validés SBTi», ça veut dire que ce sont des bons objectifs. On peut Voilà. encore regarder s'ils y arrivent. Ouais, exactement, exactement. Mais ça donne la destination, mais ça donne pas le chemin, effectivement. Exactement. Donc, ok, ça permet effectivement de comprendre la Net Zero School et l'ambition qu'il y a derrière et surtout à quoi vous répondez. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un sujet, d'un sujet qui est finalement, et tu as commencé à en parler tout à l'heure, qui aborde finalement cette transformation systémique aussi des entreprises, comment les entreprises peuvent se réinventer au monde, comment les entreprises elles peuvent réinventer leur modèle d'affaires afin non plus d'être dans la réduction, dans le renoncement, mais afin de pouvoir être au service de la régénération Mmh. des écosystèmes, d'une régénération environnementale. On peut aussi parler de régénération sociale, hein, parce que finalement, Bien on ne se sûr. rend pas compte en fait de l'empreinte sociale de certaines activités. Parce que des fois, l'empreinte sociale, on peut être dans une boîte qui vit super bien socialement, mais par contre, nos activités ont une empreinte sociale ailleurs. Par exemple, avoir un ordinateur, ça a une empreinte sociale ailleurs qui est parfois un peu délétère. Donc, je sais que vous travaillez sur des sujets de régénération avec une offre aussi qui va sortir. Est-ce que tu peux, voilà, nous dire ce que c'est, nous définir un petit Ouais. peu ce qu'est l'économie, l'entreprise régénérative et nous parler de ce changement de paradigme. Alors, spoiler alert, nous sommes en mars 2023, fin mars. Je suis moi-même au début du chemin de mon apprentissage sur, l'entreprise régénérative, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. On lance ce programme de formation, assez bientôt. Moi-même, je serai dans la bêta dans quelques jours, mais en gros, l'idée est la suivante. Donc c'est un terme qui est très à la mode en ce moment, avec les bons et les mauvais côtés de la mode. Le bon, c'est qu'il y a plein d'énergie. Le mauvais, c'est que parfois, bah, du coup, il y a plein de boîtes qui vont accoler un petit tampon régénératif sur ce qu'elles font pour sous-entendre que c'est écolo, alors que c'est quand même d'une nature différente. Mais en gros, l'idée derrière la régénération, c'est de dire 2 choses. On fait le constat qu'on ne va pas pouvoir se contenter de réduire notre impact. En gros, le bout du chemin, c'est pas net zéro, c'est la régénération des écosystèmes dont dépend l'entreprise. Et donc l'entreprise doit se mettre en position de dire: «OK, à un instant T, je tire sur des écosystèmes pour exercer mon activité. Bah, je dois penser dans l'ensemble de mon schéma, comment je les aide à se reconstituer puisque, un peu comme «l'état de nature» entre guillemets, bah, tout fonctionne un peu en vase clos, quoi, tu vois? Mmh. Et donc il y a un certain nombre de principes du vivant dont on se dit: «OK, l'entreprise doit s'en inspirer». On parlait tout à l'heure de l'entreprise cartographiée sur la machine pour Mmh. optimiser son efficacité et son sortant à base d'un entrant donné. Bah, là, on parle d'une entreprise qui, sans aller jusqu'à dire que l'entreprise est un être vivant, mais qui respecte un certain nombre de règles du vivant et qui pense à l'écosystème. Ce qui est intéressant, une fois que tu dis ça, c'est qu'il y a une partie des écosystèmes qui sont les écosystèmes, disons, non humains, l'eau, l'air, le carbone, le vivant non humain, donc la biodiversité. Heu et là, bah, faut se dire: «OK, je suis une boîte qui fabrique des machines à laver, je prends à l'environnement des métaux qui eux-mêmes ont été, minés, qui ont utilisé beaucoup d'eau, des cours d'eau. Heu, Comment je m'assure qu'à la fin, je suis net positif? Comment je m'assure que j'ai plus contribué avec, par exemple, une partie de mon bénéfice à la régénération de ces écosystèmes?» Et donc ça, c'est une première brique du regen qui, touche, en plein au cœur des modèles économiques des entreprises. C'est passionnant, c'est le début. On sait qu'on va vers la fin de modèles d'affaires qui sont dits volumiques, où tu veux juste
fabriquer plus et produire plus sans Mhm, spécialement mhm. répondre à un objectif. Et il y a tout un truc à réinventer. On bosse là-dessus beaucoup avec quelqu'un qui s'appelle Christophe Sampels, qui dirige un centre de recherche-action qui fait aussi pas mal de formations, qui s'appelle Lumia, si vous voulez aller voir. C'est un super lieu dans le sud Ouais, de la France. Donc, tu as vraiment une ok. brique modèle éco et qui est proche de la sustainability d'aujourd'hui, limite planétaire de nos écosystèmes, je t'y retrouve. Et tu l'as dit, il y a une partie régénération sociale. Et ça, alors ça touche évidemment aux écosystèmes humains dont tu dépends externes. Donc ça, c'est les questions de notamment d'égalité des genres, notamment de faire bosser des enfants, enfin des choses qu'on connaît, si tu veux. Mais ça Mhm, touche bien aussi à un sûr. truc fondamental, c'est tes collaborateurs. Et donc, c'est tes ressources humaines, d'ailleurs, le terme dit ça, comme il y a des ressources naturelles. Et donc, il y a une deuxième brique du regen qui est grosso modo, est-ce que les gens sont plus contents quand ils bossent chez moi que s'ils bossaient pas chez moi? Je prends de l'énergie aux gens, exactement comme je prends du carbone ou de l'eau dans les écosystèmes, comment je vais leur rendre? Heu et donc, c'est ces 2 briques-là que tu es obligé de penser en permanence, qui réinventent un peu ce que c'est que la performance d'une boîte, et qui vraiment consiste à tout penser de manière systémique, y compris la boîte et ses dépendances. Ça veut dire aussi que tu repenses beaucoup l'entreprise dans son territoire, heu, là où elle est, avec les ressources qu'elle utilise. Donc ça joue beaucoup sur une mondialisation très fragmentée où, on se disait: «Bah, moi, je suis une boîte qui vend des ananas, j'ai besoin d'ananas». Bah non, en fait. Mhm. Tu as besoin de savoir si tes ananas, ils viennent du Mexique, ils viennent du Brésil, ils viennent d'Argentine, c'est pas les mêmes, ils ne sont pas placés pareil. Tu es obligé de t'interroger un petit peu plus sur la singularité de chacune des choses avec lesquelles tu joues. Donc voilà un peu l'intro générale, le principe. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est cette histoire de, penser sa dépendance à des écosystèmes, comment tu les maintiens et comment tu les améliores et bien se souvenir qu'en gros, il y a des écosystèmes humains et non humains. On est au tout début de ce chemin, on a lancé cette école qu'on a appelée Butterfly. Pour le coup, le sujet est tellement plus naissant, que sustainability que l'enjeu là, c'est pas tant de prendre la parole et passer à l'échelle et parler à des millions de personnes très vite comme on essaie de le faire sur sustainability. Là, on essaye plutôt de former et d'équiper ce qu'on appelle des pionniers du régénératif. Donc c'est l'idée d'avoir des gens qui vont passer avec nous environ 7 semaines. Il y a à peu près 3 heures de formation par semaine. Tu es dans des petites cohortes d'une centaine de personnes. Sur tes 3 heures, tu as une partie où tu lis des contenus qu'on a fabriqués. Tu écoutes des interviews d'experts, mais tu as aussi des moments live d'échange au sein de ta cohorte. Et c'est vraiment l'idée de donner aux gens les outils pour changer de paire de lunettes sur le monde un peu et de vision du monde et comprendre ces dépendances mutuelles dont on parle. C'est hyper enthousiasmant, parce que tu essaies de fabriquer un peu le modèle de l'entreprise de demain, et Mhm. on est nous-mêmes au tout début du chemin. Ok, et j'aurais une dernière question, parce que pour revenir sur une dimension pédagogique, tu parles de ces cohortes et finalement de ce modèle avec de l'asynchrone, puisqu'il y a Mmh. des vidéos, il y a de la consommation personnelle, et puis du synchrone. Pourquoi sur ce point avoir fait le choix du synchrone et de la cohorte? Écoute, c'est une bonne question. Il y a un peu 2 réponses. La plus importante, c'est que, on croit quand même que, le moment en synchrone où tu échanges avec les autres a un potentiel de transformation un peu plus fort. C'est le Mm. truc qui va te sortir un peu de toi-même, appelle ça la claque écologique, appelle-le comme tu veux. C'est quand même plus facile à vivre dans la relation qu'on a l'un à l'autre que tout seul devant mon écran. Hem et ça, on l'a jamais nié. Ce qu'on a juste dit avec Climate School, par exemple, sur la sustainability, il y a un truc génial pour avoir une claque écologique, et ça s'appelle la fresque du climat, hein. C'est génial, c'est en Oui, présentiel, exact. c'est low tech de chez low tech, hein. Tu as besoin de tes 30 Exactement. cartes ou de tes 60 cartes et d'un animateur. Ce qu'on s'est dit à l'époque sur Climate School, c'est: ce sont des alliés, comment on peut équiper de plus en plus de gens? Il y a des gens qui auront aussi besoin de petites pastilles vidéo digitales parce que ça vit différemment de la fresque. Heu Sur cette partie, regen, moi je crois que quand ça sera suffisamment connu, accepté, compris, il y aura une question d'essaimage où on pourrait reprendre nos armes de la climate school pour les rendre très Mm. à l'échelle. Mais là on est au début, là on est en train d'essayer d'identifier ces gens-là qui sont vraiment les pionniers de demain et donc du coup, on se dit que c'est plus efficace de leur parler et que ça a un potentiel de transformation plus élevé et 2, comme on parle pas de 4 millions de personnes du jour au lendemain, et ben, c'est opérationnellement possible de les De prendre le faire. de le faire aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on se frotte à ça. Complètement un autre apprentissage, complètement une autre manière d'opérer l'activité, mais hyper enthousiasmant. OK. Non, mais super intéressant, et pour les auditeurs, pour lesquels ça intéresse, sur la partie courte, il y a un épisode avec Rémi Cournil de Be My Desk qui eux font que de l'apprentissage par cohorte, et voilà, et ça donne aussi, en termes de pédagogie, beaucoup d'enseignements Heu, sur cette pédagogie par cohorte qui est il y a juste, une que je trouve géniale.
une bonne blague que j'ai entendue dans un podcast de je sais plus exactement quel fondateur d'une des startups tech qui dit, «Vous savez, ma femme est institutrice et ça fait 20 ans qu'elle fait de la formation en cohorte, hein». Et tu vois, il y a un truc de ouais, finalement, réunir 20 ou 30 personnes qui échangent et qui écoutent le même prof, ouais, ça s'appelle l'école depuis que le monde est monde. Donc il y a un truc un peu rigolo comme ça où parfois la tech réinvente un peu la roue. Ouais, Mais bien sûr que moi, je suis convaincu qu'il y a du potentiel dans ces modèles très hybrides et il faut juste arrêter de les opposer. En fait, ce qui est fatigant, c'est ouais, les ouais. boîtes de peer learning qui t'expliquent que c'est l'avenir et que tout le reste n'a aucun sens, les boîtes de cohorte qui te disent machin, les boîtes de MOOC qui te disent c'est formidable, tout le monde ne va plus apprendre que comme ça. On ne sait pas comment les gens apprennent. Faisons feu de tout bois. On a un problème d'apprentissage dans le monde en général, dans le monde de l'entreprise en particulier, et essayons de permettre à chacun de trouver un peu ce avec quoi il est à l'aise pour se former, quoi. Ouais et puis, comme tu dis, hein, l'apprenant, type, personne l'a jamais vu, hein, donc Mais bien sûr que on non, apprend tous bien sûr que différemment non. donc voilà, on apprend tous différemment, on a tous besoin on a une sensibilité qui est différente, on a des contextes, on a qui sont différents donc OK. Bon, mais trop bien. Écoute, mais merci beaucoup, franchement, merci pour, tous ces échanges, ces enseignements. Alors, moi j'ai pris un double plaisir à titre pro et perso parce que c'est bien sûr des sujets sur lesquels je suis très impliqué mais voilà, mais ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, on a parlé à la fois de pédagogie, on a parlé de sujets qui sont des sujets très prégnants aujourd'hui et sur lesquels on a besoin d'aller vite et ça permet voilà, d'avoir une manifestation de ce qui peut être fait pour, dans cette phase de sensibilisation pour passer à l'échelle. Donc j'invite bien sûr, les auditeurs à aller voir ce que vous faites parce que, voilà, c'est franchement, c'est ultra quali et encore une fois C'est et je finirai sur ça. Hem Enfin, je veux dire, comme on l'a dit sur le constat, c'est facile, d'avoir des faits. C'est beaucoup plus difficile de transmettre à la fois des informations et des émotions et vous le faites très bien donc voilà, j'invite tout le monde à aller voir au moins ce que vous faites sur votre site internet. merci beaucoup. Deux micro mots là-dessus. Si vous allez sur le site, vous y avez accès gratuitement au cours. C'est gratuit pour les individus. En fait, on a un modèle économique avec les entreprises, mais si vous voulez envoyer ça à votre femme, votre mari, vos enfants, vos oncles, vos tantes, allez-y. Trop Et bien. l'autre truc à dire, j'ai lutté dans les boîtes, moi, côté enfin, dans mes différentes vies, avec des patrons, patronnes de la formation qui auraient envie que les gens se forment plus, qui auraient envie d'avoir une entreprise apprenante, comme le dit ton podcast, mais ils ont du mal, quoi. Ça demande du temps et de l'énergie. Profiter d'un truc dingue, c'est que en ce moment, en tout cas, le climat, ça génère suffisamment, on le voit bien, toi, dans ta conclusion, tu vois, ça génère suffisamment d'énergie vitale chez les gens pour qu'il y ait un élan. Je dis pas que c'est magique, je dis pas que 100 des gens vont venir se former du jour au lendemain, mais il y a un élan. Et ça, Ouais, tout à quand fait. le boulot, de la formation, c'est de piloter une espèce de bateau sur le chemin de l'économie apprenante, de l'entreprise apprenante, et bah, cet élan, c'est dur de le créer, hein, donc c'est quand même plus facile de le canaliser et de jouer avec. Donc profitez-en. Les sujets environnementaux, de manière générale, ils ont ce truc qui est que ça fait écho à un truc assez profond chez les gens et donc c'est assez agréable de manipuler cette énergie-là. Ouais, carrément. Ouais, super et c'est très bien que tu finisses sur ça. Merci Antoine et puis je te dis à bientôt. Merci Cyril, à bientôt, ciao. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.